Bonjour à toutes et à tous, je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine à la banque CIC Sud-Ouest. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous à ce sixième webinaire du Club des experts CIC en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux. Alors pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, sachez que ce type de webinaire en fait se veut être au service des territoires, des entreprises, des acteurs économiques de notre région. On les veut très concrets et à chaque webinaire, on aborde des sujets les plus couvrants possibles et on les espère les plus utiles pour vous. Alors aujourd'hui, ce webinaire est dédié à un sujet qui nous touche tous de près ou de loin. Il s'agit de la banque et de la sécurité financière des seniors. Alors pour l'animer, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Myriam Seban. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes avocate et présidente de l'Institut de défense et de protection des seniors, donc institut qui est le premier en France. Vous allez nous en reparler dans quelques minutes, donc je ne dévoile pas le sujet. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci d'être parmi nous. Alors, au cours de ce webinaire, pour vous qui nous regardez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. En haut de votre écran, vous avez un petit onglet questions-réponses. Allez-y, posez-les pendant le déroulé et en fin de présentation, nous aurons plaisir à y répondre ensemble et notamment avec l'expertise de Maître Seban qui est avec nous. Alors, revenons au sujet, le sujet des seniors. Quand on pense aux seniors, on va penser aussi à leur vulnérabilité, aux dispositifs de protection également, qui ne sont pas toujours très bien maîtrisés par les personnes directement touchées par ces dispositifs ou bien même par les proches qu'on appelle également les aidants. Alors, Maître Seban, vous pouvez peut-être présenter commencer par présenter le sujet en nous donnant une définition du mot senior, ce que vous avez derrière, et peut-être nous dire quelques mots sur la vocation de cet institut, et après rentrer pleinement dans le sujet des seniors. Oui, alors les seniors, ce n'est pas une terminologie juridique, hein, mais tout le monde l'a compris, tout le monde le sait, lorsqu'on parle de seniors, on évoque les personnes d'un âge avancé. Alors dans le monde du travail, par exemple, quand on parle de seniors, ce serait au-delà de professionnels en dernière partie de carrière, au-delà de 50 ans. Dans le monde de la santé, ce serait à partir de 60 ans. Il faut savoir que certaines aides, par exemple, sont versées à compter de 60-65 ans. Et dans le sport, pour le coup, on est senior très tôt, puisqu'on est senior entre 20 et 45 ans. Alors, si le juriste ne connaît pas les seniors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le barreau de Bordeaux a décidé de créer un institut dédié à leur défense et à leur protection. En fait, si cette terminologie de senior, qui est un terme plutôt sympathique, hein, on l'utilise pour parler de la vieillesse, et nous, ce qui nous intéresse en tant que juriste, c'est évidemment la vulnérabilité qui va découler de cette faiblesse. Et dans notre société, on s'est rendu compte, on n'est pas les seuls, hein, au niveau juridique, on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment un besoin énorme, immense de protection pour les seniors, mais également pour les aidants, également pour les familles qui vont se retrouver désemparés face à un déclin des capacités de leurs proches ou de ceux qui les entourent. D'où cette idée de créer cet institut de défense et protection des seniors. C'est un premier institut créé par les avocats, avec des avocats qui vont s'engager qui vont s'engager dans une optique, et ça me semble très important, l'optique étant quand même de préserver au maximum l'autonomie, les droits et la dignité des personnes âgées. Je voyais tout à l'heure, on me dirait que ça n'a rien à voir, mais l'image du CIC avec un senior plutôt dynamique. Et si on se réfère à cette photo, peut-être pas forcément en manque d'autonomie, mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a cette baisse des capacités, il faut que le droit s'adapte à cette situation, sachant que le principe de base, et ça c'est très très important, c'est qu'à partir du moment où on est majeur, donc à partir de 18 ans, jusqu'à la fin de sa vie, on est évidemment, en principe, on a toutes ces capacités.
la restriction des capacités doit nécessairement être limitée. Elle doit être limitée à une protection nécessaire, protection qui doit s'adapter aux capacités des personnes concernées. Alors, pour l'IDPS, très concrètement, ça, ce sont tous ces grands principes. Comment est-ce qu'on a décidé de mettre en place cette protection à notre niveau en tant qu'avocat? Première chose, on a décidé d'aller vers la proximité, c'est-à-dire se rapprocher de ceux qui sont devenus par la vie plus vulnérables. Donc, on va essayer d'aller vers eux en proposant des consultations qui pourront être faites et qui vont commencer à se faire via les mairies, via également bientôt le département, et peut-être, nous pensons aussi assez rapidement organiser des consultations dans les lieux de vie des personnes âgées lorsqu'elles ne vivent plus chez elles. Donc ça, c'est vraiment en discussion et en cours, en fait, pour essayer d'aider. Deuxième chose, c'est la pluridisciplinarité de nos interventions. C'est-à-dire que notre domaine d'intervention, effectivement, c'est cette notion de vulnérabilité liée à l'âge, mais par rapport à ça, après, on va intervenir, que ce soit dans le droit de la santé, dans le droit bancaire, comme aujourd'hui, mais également au niveau du droit pénal, puisque il y a des hypothèses et des situations où les personnes âgées sont en état de vulnérabilité et elles peuvent être victimes d'abus de faiblesse. Et aussi, ce que nous souhaitons faire dans le cadre de l'Institut, d'une manière beaucoup plus générale, c'est une réflexion donc pluridisciplinaire, essayer d'avoir un lien avec les universités pour réfléchir sur cette question, sur comment intervenir, défendre, protéger les plus anciens, et comment donc les avocats peuvent être au centre de cette protection. Pour en terminer sur l'IDPS, je dirais que c'est assez naturel que les avocats s'intéressent aux seniors. Pourquoi? Le nombre, ok, c'est-à-dire on sait aujourd'hui que, je disais ça par rapport à la banque, une personne sur trois maintenant commence à atteindre cet âge qui est à proximité des seniors. Et deuxièmement, évidemment, c'est la vocation de la profession d'avocat qui est quand même d'aider et de se mettre au service des plus vulnérables. Donc voilà pour la présentation de l'Institut de l'IDPS. Alors en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, à savoir les seniors, il existe, il y a deux choses à considérer. Première chose, c'est soit il existe des mesures de protection, c'est-à-dire soit on s'est rendu compte de cette vulnérabilité, elle a été signalée et que la justice s'est mise en place et donc il existe des mesures de protection. Soit nous sommes avant les mesures de protection judiciaire et vous avez des personnes qui vont avoir des comportements ou qui vont passer des actes qui vont révéler en eux-mêmes leur diminution de capacité et qu'il va quand même falloir protéger. Par rapport à ça également, je vous parlais du nombre des seniors. Je vous ai dit 1 sur 3 dans les banques aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas ne pas parler non plus de la silver economy aujourd'hui. On en parle de plus en plus. C'est que, vu le nombre, les seniors sont devenus un marché économique. Donc il va falloir leur proposer des services ou même des biens adaptés à, dans certains cas, cette baisse de capacité. Et la banque, justement, est au centre de tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus dans un monde numérique. Et dans ce monde-là, dans son monde de digitalisation, c'est très compliqué. C'est déjà compliqué pour tout le monde, mais alors pour les seniors, et surtout pour les seniors d'un âge encore plus avancé, et parfois ils sont
souvent décalés par rapport à ces techniques et donc ils ne vont pas pouvoir, par exemple, faire leurs opérations bancaires en ligne, prendre un crédit en ligne, enfin toutes les opérations classiques que n'importe qui doit pouvoir faire et que ça doit être un droit, eux, ils ne pourront pas le faire ou ne pourront le faire qu'avec une grande difficulté. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir à comment proposer des solutions adaptées à ces personnes là. Et donc, le banquier a un rôle, évidemment, à jouer par rapport à cette protection. Donc, lorsqu'il n'y a pas de mesure de protection, donc c'est quelque chose que chacun d'entre nous a déjà, chacun d'entre nous a peut-être pu être confronté à ces situations, c'est-à-dire lorsqu'on se rend compte qu'un de ses proches va avoir une baisse de capacité, de compréhension sur certains sujets et qu'il n'y a pas de mesure de protection, parce que c'est souvent compliqué de demander à la justice de mettre une mesure de protection, puisqu'on sait que ça va entraîner une limitation de la responsabilité. Donc lorsqu'on est dans ce cadre de pas de mesure de protection, il faut savoir que pas de mesure de protection institutionnalisée par la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'une personne se présente dans une situation juridique donnée et qu'on se rend compte que ses capacités sont en baisse. Alors déjà, il faut savoir que la personne âgée, évidemment, c'est un droit, elle a droit à un compte bancaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer de manière générale son compte bancaire comme ça, sous prétexte qu'on pense qu'elle n'aurait pas la possibilité de faire ce qui serait adapté. Elle a également, évidemment, la faculté d'ouvrir un crédit. Et là, s'est posé en jurisprudence notamment le problème de la discrimination possible liée à l'âge. Il est évident que c'est parfaitement interdit. C'est-à-dire la discrimination, c'est-à-dire le fait sur des critères objectifs qui seraient liés à l'âge, de considérer ou de refuser un droit à quelqu'un, ce serait évidemment attentatoire à ses libertés, ça pourrait être poursuivi. Donc le problème du crédit, c'est que une ouverture de crédit, elle doit être adaptée à la personne et à son âge. Et il est évident, on sait tous que, passé un certain âge, les risques de ne pas pouvoir rembourser ce crédit peuvent être importants. Donc il y a tout ce débat. Mais le principe quand même, c'est évidemment l'âge ne doit pas être un critère de discrimination, même si on peut envisager une certaine réflexion protectrice pour certains clients, puisque vous savez que la banque notamment et les établissements financiers, ils ont une obligation d'honnêteté, de loyauté et d'un minimum de professionnalisme vis-à-vis de leurs clients. Donc peut-être, effectivement, ce serait plus par le biais de ce devoir de conseil et qu'on pourrait envisager d'exclure certains contrats et à l'inverse de proposer certains contrats adaptés qui seraient parfaitement adaptés aux seniors. Donc pour les seniors et les mesures qui existent lorsqu'il n'y a pas de protection judiciaire, il y a une technique assez connue en droit bancaire, c'est évidemment la procuration. La procuration qui peut être générale ou limitée, c'est-à-dire la personne qui sent bien que d'elle-même, il y a des choses qui sont plus compliquées à faire, plus difficiles à faire. Par exemple, aller à la banque, c'est plus compliqué, donc elle va donner une procuration, soit très générale, soit limitée à un acte particulier. Procuration qui est généralement confiée aux proches, enfants, conjoints ou voisins, par exemple. Deuxième hypothèse, dans tout ce qui est mesures de protection pour les seniors, la loi, d'une manière générale, elle favorise la famille. C'est-à-dire que tant qu'on peut, ce sera la famille, les proches, les aidants qui vont pouvoir agir au nom et pour le compte du senior. Donc il existe une technique juridique qui est l'habilitation, en fait. L'habilitation de l'époux ou l'épouse. Donc, lorsque les personnes sont mariées, c'est une hypothèse où on va pouvoir demander à un juge, généralement le juge de la protection, on va lui demander de confier à l'époux ou à l'épouse, puisqu'il y a un régime généralement, un régime matrimonial qui est un régime protecteur, ce sera l'époux ou l'épouse qui
n'est pas en perte de capacité, qui pourra gérer au lieu et place du senior qui a moins de possibilités. Troisième hypothèse également, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future, c'est un contrat et par lequel une personne va en charger une autre de la représenter pour le cas où à l'avenir, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Alors c'est une disposition, une mesure de protection de la loi qui est assez, enfin, qui devrait à mon sens se développer. Pourquoi? Parce que dans cet esprit de favoriser la décision et l'autonomie, ça veut dire qu'une personne qui n'est pas en perte de capacité va pouvoir réfléchir à ce qu'elle souhaite lorsqu'elle sera dans une hypothèse où elle va baisser en capacité. Donc elle va pouvoir dire et exprimer sa volonté. Et ça, c'est un point qui me semble très important. C'est une mesure qui devrait être beaucoup plus utilisée parce que justement, ça laisse la décision aux personnes âgées concernées. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre un âge où on ne peut plus décider par soi-même, où on ne peut plus décider en totalité, on fait choix, parce qu'on y a réfléchi, à tête reposée, de prendre des mesures qui vont nous protéger. Par exemple, confier à telle ou telle personne, dans l'hypothèse où il y a une baisse de capacité, on confie à telle ou telle personne la nécessité d'une assistance sur la personne, par exemple, hein, si à l'avenir, elle ne peut pas pourvoir seule à ses intérêts. Donc ça me semble être une mesure très intéressante qui pourrait faire l'objet de très très longs débats, mais juste pour l'avoir en tête, et ça me semble être très intéressant. Il existe également une règle générale du Code civil, qui est une règle simple qui dit que on ne peut pas, pour faire un acte, il faut être sain d'esprit. C'est-à-dire que le principe, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est on a tous les capacités à partir du moment où on est majeur pour faire les actes tout seul. Or, il arrive des hypothèses où il n'y a pas encore de mesure de protection, où il y a une baisse de capacité qui n'a pas été constatée, où aucune mesure n'a été mise en place. Et bien là, on peut envisager d'annuler l'acte qui aurait été fait par une personne qui n'avait pas toutes ses capacités. La vraie difficulté de cette mesure qui est prévue par le Code civil, c'est qu'il faut arriver à prouver qu'au moment où la personne a passé l'acte en question, elle n'avait pas toutes ses facultés mentales. Et ça, il va y avoir un véritable problème de preuve, hein, parce que effectivement, la preuve de l'insanité d'esprit au moment où on passe l'acte, et pas après, et pas, enfin, avant généralement. Si c'est avant, on suppose que c'est aussi au moment de l'acte. Mais ça va être plus compliqué parce que justement, on n'aura rien mis en place pour envisager une protection, donc ce sera plus compliqué d'arriver à prouver l'insanité d'esprit, même si il y a toute une jurisprudence là encore avec la possibilité d'annuler les actes lorsque manifestement la personne n'a pas toutes ses capacités. Alors toutes ces mesures avant protection qui existent, je mesure toutes ces règles qui peuvent être posées et mises en place et qui existent, elles ont évidemment leurs limites, hein, comme toutes les règles de droit, notamment, pour vous donner un exemple, par exemple, lorsqu'on parle de procuration, une personne qui a une procuration, généralement, par exemple, la fille ou l'enfant qui a une procuration pour les comptes de ses parents, ben, la banque ne va pas vérifier s'il y a un consentement à l'opération donnée. Voilà, le consentement de la personne qui est représentée, il est induit évidemment par la procuration. Voilà. Alors, dernier point peut-être sur cette période-là, c'est aussi la notion d'état de faiblesse, d'abus de faiblesse. Il est possible, en l'absence de mesures de protection, c'est même plus que possible, c'est-à-dire que ça peut être une infraction. C'est-à-dire que le fait d'abuser d'une personne vulnérable, c'est-à-dire qu'en utilisant, que ce soit une escroquerie, vol, etc., alors qu'on sait, c'est-à-dire qu'au moment où on impose certaines choses, où on contracte, on sait que cette personne est vulnérable, peut
revêtir une qualification pénale avec des suites engagées. C'est ce qu'on appelle l'abus de faiblesse, l'abus de personnes vulnérables, qui sont effectivement des infractions que l'on retrouve assez régulièrement aujourd'hui, puisque lorsqu'on est dans ces périodes d'absence de protection judiciaire. J'en ai terminé pour cette première partie liée à la protection et la sécurité des personnes avant une mesure de protection. Il existe donc des mesures de protection qui ont été prévues et fixées par la loi lorsque on a constaté une baisse des capacités telle qu'une mesure de protection est nécessaire. Alors, cette mesure de protection, il faut savoir que pour la mettre en œuvre, la loi, c'est la loi du 5 mars 2007 qui a prévu les principes généraux de cette mesure de protection. Il faut évidemment une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité doit avoir été constatée par certificat médical. C'est-à-dire que c'est vraiment... On ne peut pas envisager de limiter les droits d'une personne sans s'assurer que véritablement ses capacités sont diminuées. Donc, pour mettre en place une mesure de protection, 3 critères au sens de la loi sont nécessaires. La mesure de protection doit être nécessaire. Donc, il faut une protection parce qu'il y a une altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatées. Deuxième élément, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, on envisage une mesure de protection judiciaire que si les intérêts de la personne protégée n'ont pas pu être préservés par d'autres moyens qui permettraient de lui assurer, de lui conserver son autonomie. Et le troisième principe de base, c'est la proportionnalité de la mesure de protection envisagée. C'est-à-dire que la mesure de protection doit être conforme à la vulnérabilité de la personne. C'est pour ça que la loi a créé des degrés de protection en fonction de la baisse de capacité, sachant qu'on peut effectivement, dans certains cas, passer d'un régime à l'autre en fonction de la baisse de capacité. Alors la première mesure de protection qui est prévue par la loi, c'est la sauvegarde de justice. Alors la sauvegarde de justice, c'est une mesure donc, qui est instituée, donc, qui est toujours pareil, donc avec, si on a rempli donc, les premiers critères, donc ça suppose un certificat médicale pour pouvoir la mettre en place et tous les 3 critères donc, que je vous ai rappelés. Lorsqu'une mesure de sauvegarde de justice est décidée par le juge, la personne protégée ne va pas voir sa vie changer d'une manière générale et elle a tous ses droits. Elle va pouvoir ouvrir son compte, signer un chèque, contracter un crédit. Ça, à ce niveau-là, il n'y aura absolument aucun changement par rapport à sa vie, que ce soit personnelle ou patrimoniale. En revanche, cette mesure peut avoir un intérêt lorsque les personnes commencent à baisser au niveau de leur capacité, parce qu'à partir du moment où la mesure de sauvegarde de justice a été ouverte, la personne protégée, si entre-temps elle a conclu des actes qui n'iraient pas forcément dans ses intérêts, qui seraient contraires à ses intérêts, on pourrait annuler ou même corriger certains de ces actes. C'est-à-dire qu'en fait, du simple fait de l'ouverture de cette mesure de sauvegarde de justice, si la personne contracte, par exemple, elle va prendre un crédit qui manifestement est parfaitement incohérent par rapport à ça, ou disproportionné par rapport à sa situation de vie juridique, le principe même de la sauvegarde de justice va permettre d'annuler ou de modifier l'acte. Ce qui, pour la personne protégée, assure est quand même très réconfortant dans ces hypothèses. Donc ça, c'est la première mesure qui peut être envisagée. Deuxième, cette mesure, donc, par rapport à la banque, il faut savoir comment est-ce que la banque sait qu'une mesure de protection a été ouverte. Parce que ça,
nécessairement, ça va changer les droits de la personne qui va vouloir contracter ou envisager une mesure avec la banque. Donc, dans ce contexte-là, en principe, la mesure de sauvegarde de justice, elle devra être connue, publiée, et donc elle sera notifiée au tiers, donc la banque. Deuxième élément, il va y avoir un inventaire des biens du majeur qui seront faits dans la protégée dans les 3 mois de la mesure de protection. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander, et le juge aura, un état de tous les comptes bancaires, de tous les placements pour avoir une photographie des biens du majeur au moment où on envisage l'ouverture de la mesure de protection. Et le juge va désigner un mandataire spécial qui pourra, sur cette période, accomplir un acte ou plusieurs actes déterminés, notamment la gestion de patrimoine ou l'utilisation d'un placement bancaire. Donc ça, c'était pour la sauvegarde de justice. Comme on y va crescendo, il existe donc une mesure qui est évidemment plus restrictive de droit pour la personne protégée, qui s'appelle la curatelle, en fait. La curatelle, elle a plusieurs formats, si je puis m'exprimer ainsi, toujours en fonction de la capacité des personnes. Elle peut être simple ou elle peut être renforcée. Lorsqu'une personne est sous une mesure de curatelle simple, la personne protégée va pouvoir agir seule sur tous les actes de la vie courante. Donc, elle va pouvoir gérer son compte bancaire, mais elle ne pourra pas souscrire un crédit. C'est la distinction entre ce qu'on appelle un acte d'administration et un acte de disposition. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire tout ce qui relève de courant et qui en souhaite des actes de vie courante qui ne vont pas particulièrement l'engager. En revanche, lorsque ce sera un acte qui va l'engager sur plus ou moins long terme, comme la souscription d'un crédit, là, elle ne pourra pas le faire seule, elle devra le faire avec l'assistance de son curateur, parce que la curatelle, c'est un régime d'assistance. La personne, elle conserve ses droits, mais pour exercer ses droits, elle est assistée par un curateur. Donc, dans le cadre de la curatelle simple, les droits de la personne, c'est juste au niveau du quotidien, en fait, ça ne va pas lui changer grand-chose. Mais en revanche, pour tous les actes plus lourds, elle devra les passer avec l'assistance de son curateur. Deuxième hypothèse, c'est la curatelle aménagée ou renforcée, en fait. Aménagée, c'est le juge va prévoir expressément ce que peut faire la personne ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait une protection un peu à la carte, hein, en fonction de son état. Et la curatelle renforcée, c'est le curateur qui gère même les affaires courantes, toujours sous ce régime d'assistance. C'est-à-dire qu'il essaye quand même, enfin il ne le fait pas tout seul, mais c'est le curateur qui gère. Donc voilà pour ce régime de protection, le deuxième régime de protection. Et il existe un troisième régime de protection qui est beaucoup plus lourd, qui est très très lourd, beaucoup plus lourd. La personne, désormais, elle sera représentée dans tous les actes de sa vie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est sous une mesure de tutelle, il ne peut plus rien faire seul ou assisté, il doit être représenté. Donc en fait, concrètement, l'interlocuteur que l'on a en face, ce n'est pas le curateur, ce n'est pas la personne protégée, c'est le tuteur ou la tutrice que l'on a en face. C'est lui qui gère les comptes, c'est lui qui peut éventuellement, dans certains cas, souscrire un crédit, c'est lui qui peut faire tout ce qui peut être envisagé si la personne, mais là ça correspond à des cas où la personne a vraiment une perte totale, quasiment totale, de capacité. Voilà, je ne sais pas si je suis allée trop vite ou pas assez vite, je ne me rends pas bien compte du timing, mais je crois que j'ai fait un survol, hein, je ne prétends pas, j'ai un survol très rapide des mesures qui sont destinées à assurer la sécurité
des personnes qui commencent petit à petit à perdre leur capacité, que l'on appelle le senior, ancien, âgé, vieux, comme on veut. L'idée pour nous, j'en terminerai peut-être par là, c'est surtout de dire qu'il faut préserver au maximum l'autonomie, la dignité, les droits des personnes vulnérables. Très bien, maître, c'est bon, c'était très très clair. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Oui. Alors, il y avait une toute première dès le début par rapport à la possibilité de recevoir un replay. Effectivement, en fin de présentation, vous allez recevoir un replay et voilà, pour chaque participant. Ensuite, donc, Martine qui posait une question sur les règles, en fait, pour ne pas avoir de problème sur Internet. J'imagine que c'est les opérations qui pourraient se faire à distance par rapport à des protections mises en place. Alors, il faut savoir que ce soit sur Internet ou, entre guillemets, dans la vraie vie, les règles de droit sont les mêmes. Alors, sur Internet, on peut parfois avoir des règles spécifiques, mais au niveau de la protection, les règles sont les mêmes. On aura par contre beaucoup plus de difficultés à prouver. C'est là aussi, dans certains cas, sera le problème de la preuve, puisqu'on ne va pas forcément savoir qui est derrière son écran. C'est tout le problème d'Internet. Mais en revanche, les règles sont les mêmes. Donc, par exemple, si une personne qui est sous un régime de curatelle passe un acte, contracte avec une banque alors qu'elle n'a pas eu l'assistance de son curateur, puisque maintenant on peut contracter avec des banques par ce biais-là, mais évidemment l'acte pourra être annulé si cet acte ne correspond pas à ses intérêts. Ce sera exactement les mêmes règles en fait. J'espère que j'ai répondu à votre question. On va passer à une autre. Dans Odette, les décisions du statut de la personne, donc curatelle, tuteur, etc., sur les seniors, sont-elles définitives? Est-ce qu'on peut mettre en place à un moment donné? Est-ce qu'on peut alors, je dirais bien heureusement, elles ne sont pas définitives. Parce qu'en fait, et ça c'est un point qui est également important, ce que je vous ai indiqué, c'est que le principe de base, c'est la pleine capacité. On a tous une pleine capacité. Donc, lorsqu'on met en place des mesures aussi restrictives de liberté que celles dont on est en train de parler, c'est nécessairement des mesures qui doivent être limitées d'abord dans le temps. La loi dit 5 ans, mais ça peut être avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne retrouve ses capacités, imaginons qu'on envisage une mesure de protection avec un certificat médical suite à quelqu'un qui a eu des difficultés suite à des difficultés ponctuelles par rapport à une maladie qui se serait déclarée, mais qui en fait va faire que l'état de la personne va s'améliorer et qu'elle va retrouver ses capacités. Évidemment que la mesure devra être soit levée, soit adoucie en fonction des capacités. Quand je vous ai rappelé les mesures tout à l'heure, on les a vues de façon crescendo, donc évidemment il faudrait aller dans l'autre sens, voire même lever évidemment la mesure si la personne a ses droits. Et ça doit être quelque chose qui doit être... c'est un des principes, d'ailleurs, que le juge doit respecter, qui s'impose au juge. C'est-à-dire que la mesure doit être adaptée aux capacités de la personne. Et donc, si on justifie que la mesure n'est plus adaptée, la mesure doit être relevée. Très bien, merci. On va prendre une autre question de Daniel. Vous dites l'âge n'est pas une réponse de refus de crédit. Vœu pieux, car notamment pour problème d'assurance DIT limitée, on trouve de nombreux refus appuyés sur ce motif. Alors, vous avez raison, et c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté qui, à mon avis d'ailleurs, devrait entraîner, nécessiter des réflexions. Et c'est d'ailleurs, on en revient à l'idée de l'Institut, en fait. Là, vous faites, c'est ce que je vous expliquais, l'âge, ça ne devrait pas être une difficulté, voire même que refuser, que ce soit un crédit ou une prestation ou un contrat à quelqu'un en raison de l'âge, sauf si on est dans un cadre de minorité, enfin, ça peut être discriminatoire. Donc il faut réfléchir sur comment, en pratique, est-ce qu'on peut proposer aussi des crédits à des personnes âgées, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai qu'on a l'autre quand même condition, il faut quand même qu'il y ait une possibilité de remboursement, donc il faut réfléchir à ces situations. Mais vous avez raison, puisqu'effectivement l'assurance, qui a ses logiques d'assurance,
Parfois, elle va de toute façon soit refuser une prise en charge, soit proposer des taux tellement délirants que personne ne va contracter. Et donc, au bout du compte, on arrive à une impossibilité d'avoir un crédit. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement anormal. Nous avons une autre question de Daniel concernant le coût. Le coût n'a pas été abordé sur la procédure de sauvegarde, procédure méconnue et peu usitée de fait, procédure curatelle et tutelle idem. Quel coût en pourcentage, les frais pour le curateur, le tuteur? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée un petit peu? Alors, le coût, je ne sais pas exactement de quel coût vous parlez. Alors, pour être très clair, hein, l'accès au juge de la protection, donc que ce soit pour toutes les mesures, sauvegarde, curatelle, tutelle, simple, renforcée, peu importe, en fait, c'est un accès qui serait gratuit, hein. C'est-à-dire qu'en fait, un certificat médical, on justifie d'une vulnérabilité et on peut s'adresser au juge, hein. Donc l'accès en lui-même est gratuit. Alors en revanche, la mesure en elle-même n'est pas forcément gratuite, ça dépend de quel cadre on se situe, puisque dans toutes les mesures curatelle ou tutelle, il y a un élément que je ne vous ai peut-être pas indiqué assez, c'est que généralement, on va essayer de favoriser, de désigner un tuteur ou un curateur qui soit dans la famille. Donc c'est vrai que là, au niveau du coût, le coût serait nécessairement faible ou anecdotique. Alors pour le reste, c'est vrai que généralement, les mandataires sont rémunérés, hein, évidemment, en fonction de... Alors je crois que je dois avouer qu'il y a un calcul sur leur... mais c'est en fonction de leur intervention. Mais je ne peux pas vous donner de fourchette plus précise. Je crois que ça dépend aussi, enfin je sais que ça dépend aussi, si c'est une tutelle ou une curatelle qui porte sur des biens, du patrimoine à gérer, du montant du patrimoine. Donc c'est assez variable par rapport à tout ça. Très bien. Daniel ajoute une petite précision qu'ils sont bien rémunérés, je vous rassure. Apparemment, il y a des informations. Mais voyez, là aussi, ouais, à ce niveau-là, c'est aussi sur un point sur lequel on peut envisager, au niveau d'un institut comme le nôtre qui est transversal, de réfléchir sur tout ça. D'accord ? C'est-à-dire, nous, notre optique, c'est aussi de réfléchir avec les mandataires pour trouver les solutions les plus adaptées pour que les personnes soient non seulement protégées, mais sans que ce soit non plus trop onéreux ou trop coûteux pour elles, parce qu'autrement, on pourrait aisément envisager d'essayer d'éviter une protection qui serait trop chère, et ce n'est pas du tout l'optique. J'ai le maître du temps qui m'a fait signe voilà, qu'on arrivait au terme de ce webinaire. Après, n'hésitez pas, pour conclure, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher justement de conseillers, de personnes justement qui peuvent vous apporter des éléments de compréhension sur toutes ces démarches-là. Maître Seban, vous représentez les avocats du barreau et voilà, ce sont des personnes et il ne faut pas hésiter vraiment à les consulter. Au niveau bancaire également, vos conseillers en banque, les conseillers patrimoniaux peuvent tout à fait être des interlocuteurs aussi, vous accompagner dans ces démarches-là, parce que c'est eux aussi qui interviennent sur le quotidien. À titre d'exemple, aussi ici, voilà, on a développé la filière patrimoniale et on forme justement pour que vous ayez des interlocuteurs dans les banques sur ces sujets précisément, sur d'autres sujets de manière plus globale, patrimoniaux, mais sur ces sujets-là. On est tout à fait conscient que c'est un sujet d'actualité. Et la démarche de la création de l'Institut qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, le témoigne et renforce vraiment cette démarche-là. Donc, il me reste à vous remercier, Maître Seban. Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Mais je vous remercie de m'avoir accueilli. Et vous recevrez avec le replay dans quelques instants, à la fin du webinaire, dans le message, dans le cadre du partenariat en fait, du CIC avec l'Ordre des avocats, une invitation à avoir une consultation de 30 minutes avec un avocat expert. Donc, n'hésitez pas, saisissez aussi l'opportunité qui vous est proposée. Je vous remercie à tous de votre attention. Au plaisir vraiment de vous retrouver sur un prochain webinaire du Club des experts CIC en partenariat avec l'Ordre des avocats de Bordeaux et à très bientôt.